Donc, mélancolie et genre. Donc, on peut dire que la mélancolie de genre, c'est un concept qui est amené par Judith Butler, qui est amené pour penser comment le genre se construit et comment, à partir de la multiplicité des choix qui s'offrent un sujet, qui pourrait s'offrir un sujet dès sa naissance, quand il rentre dans, dans son être psychique, dans sa subjectivité, comment ces choix se réduisent pour finalement se réduire d'une façon très, très importante. Donc, tant en termes de choix d'objets, donc choix d'objets donc le plus souvent donc hétérosexuel, ou voire choix d'identité, donc une identité genrée notamment, qui est celle qui est déterminée par une hétéronomie, c'est-à-dire c'est pas lui, le sujet lui-même qui la détermine, mais c'est déterminé par un certain nombre de critères, donc, et c'est déterminé par la loi. Donc, Judith Butler a écrit un livre donc, qui est consacré à cette question, qui est appelé La vie psychique du pouvoir. Alors, ce livre a été l'objet d'une certaine critique parce que par rapport à son premier livre Troubles dans le genre, il y avait un mouvement inverse donc chez Judith Butler qui apparaissait dans La vie psychique du pouvoir, puisque pour elle le pouvoir c'est ce qui permet de fabriquer un assujettissement d'un côté, donc le pouvoir est un pouvoir de domination, hein, et le sujet donc est dominé, subit en quelque sorte le pouvoir, mais remarque Judith Butler, le sujet est construit par le pouvoir, de sorte que le sujet a du coup un attachement au pouvoir qui est constitutif de lui-même, et que le sujet ne peut pas se penser sans le pouvoir qui l'a constitué. Donc, et même le sujet donc, va du coup avoir un attachement passionnel, dit-elle, au pouvoir, qui fait qu'il ne va pas pouvoir s'émanciper, il ne va pas être en mesure de s'émanciper facilement du pouvoir, et qu'il va dans ses actes, dans son... Judith Butler, vous savez, s'appuie beaucoup sur la théorie de la performance. Donc, dans sa performance, il va répéter, reproduire, imiter, hein, mais pas seulement, et mais possiblement transformer donc, cette relation au pouvoir. Hein. C'est là où, effectivement, la marge d'émancipation est possible dans la mesure où la reproduction de l'interpellation du sujet par le pouvoir n'est pas parfaite. Quelque chose est dans l'écart. Hein, et cet écart se mesure au moment où le sujet est interpellé par le pouvoir. Chez Lacan, on dit le signifiant maître. Hein, le sujet est donc interpellé, qui se retourne vers le pouvoir. Là, c'est une référence à Althusser, mais bon... le sujet donc se sent coupable, hein, parce que quelque chose de lui, en quelque sorte, excède et est au-delà de cette interpellation proprement dite. Hein. Donc, hein, cet excès-là, donc, que par rapport à l'interpellation du pouvoir, donc, est peut-être, donc, c'est là où gît sans doute l'espace, hein, ou une liberté du sujet, ou un pouvoir, hein, d'émancipation, une agentivité, comme dit Judith Butler, peut se produire. Alors, Judith Butler s'intéresse à la mélancolie dans ce livre, surtout dans le chapitre, essentiellement dans le chapitre 5, donc à la fin, parce qu'elle considère qu'il faut considérer les études de Freud sur la mélancolie sous un registre sous lequel cela n'avait jamais été fait. Et ça, c'est à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une contribution très originale, très intéressante, c'est de penser que la mélancolie, en tant que structure, est une structure de constitution du sujet, hein, et une structure de constitution de soi. Donc ça, c'était pas en tout cas quelque chose que nous connaissions dans la Vulgate analytique, hein, et donc elle vient nous indiquer que le sujet se construit donc avec par une série donc de forclusions
d'éléments donc pulsionnels pour lesquels il n'a même pas la possibilité de faire le deuil. Donc, parce que effectivement, le deuil s'oppose à la mélancolie. Restons simples, disons que le deuil, la mélancolie s'oppose au deuil, parce que le deuil est une possibilité donc de travail de la séparation de l'objet, donc avec un travail psychique sur l'objet, alors que la mélancolie est un deuil impossible par nature. Donc, quand Freud dit l'ombre de l'objet tombe sur le moi, ça indique l'impossibilité du travail du langage, du travail du psychisme sur l'objet qui vise à s'en détacher. Et donc, pour Judith Butler, l'identité se constitue sur une sorte de cimetière, donc de ces deuils impossibles qui entourent le sujet. Et pour elle, un certain nombre donc, de minorités sexuelles doivent donc se penser autour de cette question d'une forme de mélancolie structurale. Donc, il n'a pas grand-chose à voir avec la mélancolie la mélancolie clinique proprement dite. Donc, il s'agit plutôt donc de transposer le mécanisme psychique de la mélancolie comme structure d'édification du moi, donc qui reste donc extrêmement donc inconsciente, puisque là Judith Butler exploite le terme de forclusion, parce que la forclusion amène le fait qu'un sujet donc soit marqué, frappé, impacté par un certain nombre de choses qui déterminent sa conduite, sans qu'il ne puisse absolument rien en savoir, même autour de l'inconscient, pour suivre Freud dans sa première remarque sur la que l'on trouve dans l'observation de l'homme au loup, et que ce que Lacan relève évidemment, je crois, je ne sais plus, dans le texte sur la Verneinung, peut-être, non, je ne me souviens plus, sur la critique de la négation, le commentaire de Jean Hippolyte, peut-être. Donc, dans les écrits. Donc, pour penser la mélancolie donc, de genre, vous voyez, il faut penser donc d'une part le genre, il faut penser la mélancolie, et puis il faut penser donc la relation entre ces deux modes d'expression de la vie humaine. Mais alors, donc, je pourrais continuer à suivre cette dynamique de recherche de Judith Butler, mais là, on va faire, disons, une sorte de court-circuit pour un peu paradoxal, pour amener donc quelque chose d'autre, pour montrer l'effet mélancolique que produit le concept critique de genre chez ceux qui le refusent. Donc, et parmi ces effets mélancoliformes, et parmi ceux qui refusent le concept de genre, j'évoquerai en conclusion, peut-être pas cette fois-ci, mais la prochaine fois, donc du coup, la mélancolie des psychanalystes. Donc, pour comprendre donc ce que je suis en train d'amener là, je me réfère à un ouvrage qui m'a vraiment séduit sur le sujet, qui a été écrit par Bruno Perrault, qui est professeur de French Studies au MIT, qui s'appelle « Qui a peur de la théorie queer ?» donc qui a été publié en 2018. Donc, qui a peur de la théorie queer? Donc, dans cet ouvrage, Perrault contribue à introduire la théorie queer en France, mais il l'introduit à travers le prisme de la résistance idéologique et sociologique qu'elle entraîne. Donc, et cette résistance, on sait qu'elle était particulièrement visible à la suite des mouvements sociaux successifs contre l'union civile, qui a été consacré politiquement, qui a consacré politiquement la possibilité d'union civile entre personnes du même sexe, le Pax, puis plus tard, ça c'est fin XXe siècle, si je me souviens bien, puis le mariage pour tous en 2013, donc qui a été donc effectivement là le coup de tonnerre, donc dans un ciel déjà troublé et nuageux pour les résistants donc au concept de genre, au concept critique de genre, donc et le mariage pour tous, qui supprima donc la nécessité absolue que ce mariage se produise entre personnes de sexe différents. Donc c'était évidemment une loi qui est incroyablement importante, puisqu'elle fait sauter
Donc, parce que le mariage hétérosexuel est dans le fond une forme de loi qui est marquée par la discrimination sexuelle. Donc là, la discrimination sexuelle dans le mariage saute. Donc, mais bon, ça c'est dans la partie donc la plus évidente et émergée. On a tous connu ces manifestations et donc Perrault, on étudie très très bien la rhétorique. Mais cette résistance, on sait qu'elle s'est constituée bien avant. Parce que Perrault rappelle que c'est au début des années 90, après une conférence mondiale sur les femmes 95, de 1995, que le Vatican commence à s'intéresser aux études de genre parce qu'il craint, donc je paraphrase Perrault, la propagation de l'homosexualité, la corruption du respect de l'ordre dit naturel, il balayait pas trop devant leur porte, donc l'indifférenciation des sexes, et aussi donc la conversion, donc le terme est assez drôle, quoi, donc voir l'enrôlement d'elle à ces croyances considérées comme païennes. Donc Perrault montre donc du coup la force du mouvement de réaction à la queer théorie, qui est en l'occasion renommée et, si je peux me permettre, baptisée, comme cela doit se dire, théorie du genre par ses détracteurs. C'est ainsi que le terme théorie du genre donc est un nom qui est donné par les détracteurs, puisque disons ceux qui n'en sont pas les détracteurs appellent ça la queer théorie. Donc cette force donc de résistance s'appuie sur et là on retrouve un terme critique, le terme aussi, il faut retenir un terme critique donc dans l'école de Francfort, donc c'est le terme de réification. Donc cette force de résistance s'appuie sur la réification de la différence des sexes, et elle continue à rester largement opérante maintenant chez une proportion importante de la population qui pense sans le savoir, selon ce que vous pourrez appeler la pensée straight. Donc, la pensée straight, c'est le titre d'un ouvrage collectif et d'un article de Monique Wittig, qui est donc une féministe pas la première heure, mais d'une heure plus précoce que Butler, puisque ce livre date de 1978 et dans la pensée straight, Monique Wittig construit l'hétérosexualité comme un système politique. Donc c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Et pour elle, donc le sexe est une catégorie discriminatoire dont elle réclame l'abolition. Et pour elle, la condition féminine est une construction sociale. Donc, on comprend du coup que la notion de genre, quand ce n'est plus une chose déjà établie, ou une chose très gentille comme l'habillage du sexe, il y a un pénis et après pour genrer un peu plus, on met une moustache ou alors on met un ruban rose, voilà. Donc c'est pas de cette façon-là que l'on voit, c'est sous forme de notion critique de le genre comme capable de subvertir même la notion de différents sexuels, et cette notion ouvre des espaces qui étaient auparavant limités. L'on vivait selon une naturalité du genre sexe, si vous voulez, et donc qui nous ordonnait notre comportement. Et je peux dire que cette naturalité du genre sexe, je la vois dans la photo de ce séminaire, grosso modo. C'est-à-dire on ne pense pas donc à ce que l'on fait, tellement on s'appuie naturellement sur l'expérience performatique et la transmission de performatique de cette expérience du genre, donc de génération en génération, à travers par exemple les cadeaux ou les livres pour enfants et à travers un million de choses que nous transmettons. Eh bien donc, cette notion de genre en lui-même est capable, dans la mesure où il est critique, il est subversif, il remet donc tout cela en question, il est susceptible donc de produire un deuil impossible chez ceux qui refusent le genre comme concept critique, qui considèrent que le genre est déjà établi. Et du coup, la possibilité donc de provoquer
une forme de mélancolie, puisque donc mélancolie donc, et deuil impossible riment ensemble, vont ensemble, mélancolie qui se déclinerait donc au plan social, donc dans le mouvement et dans la douleur donc des détracteurs de la théorie du genre. On ne peut pas négliger la douleur qu'elle provoque, puisqu'elle est présente, elle est clinique, elle est affirmée. Voilà. Donc, continuons un peu donc, à développer donc, cette question de genre, donc, bon, en espérant qu'on ira un peu plus loin sur mélancolique. J'essaie d'introduire à chaque fois un petit peu, parce que justement, il y a un tissage entre ces deux termes. La pensée sur le genre de Judith Butler, elle produit le trouble qu'elle décrit dans le livre qu'il a fait connaître en 1990. Hein, donc, trouble est un terme intéressant parce que justement, trouble dans le DSM, c'est le nom des maladies, hein, donc en anglais. Et c'est traduit comme trouble dans le genre. Donc, mais en même temps, il me semble qu'il y a une force, disons, sémantique du mot trouble qui se perd un petit peu dans le titre, hein, mais en tout cas, le fait qu'elle ait indiqué donc, que le genre lui-même en tant que concept évident, eh bien, ça n'allait plus. Il y avait quelque chose hein, qui était véritablement quelque chose qui bougeait. Donc, dans ce livre-là, en fait, ce trouble, elle l'a d'abord rencontré et éprouvé dans sa vie. Hein, et comme beaucoup de personnes qu'on appelle être des minorités sexuelles, hein, il n'est pas du tout simple de se rendre compte que son identité ou sa attirance n'apparaissent pas naturelles aux autres, ni même à soi, au point qu'il puisse falloir du temps pour les lire en soi, pour les accepter, ou alors passer du temps à essayer de les oublier en les enfermant dans une forme de répression, hein, plutôt que de les vivre dans l'insulte et l'autodépréciation. Donc, je dis donc les enfermer. Donc, c'est une allusion discrète à un ouvrage qui est un peu fondateur de la queer théorie avec Trouble dans le genre, qui est l'ouvrage de Eve Sedgwick, qui s'appelle Épistémologie du placard, qui est un ouvrage d'une culture absolument remarquable et dont je vous recommande vraiment la lecture et qui ouvre des horizons que je n'imaginais pas du tout avant. Hein. Donc, découvrir son homosexualité, donc, en vivant dans un monde ordonné naturellement, et chaque fois que je dirais naturellement, il faut que vous l'entendiez avec des guillemets. Donc là, je le dis avec des guillemets, je répéterai des fois, mais il faut quand même que, justement, il y ait une contestation donc, à partir de la théorie queer de l'ordre naturel. Donc, découvrir son homosexualité parce qu'elle plaît dans un monde ordonnée naturellement parce qu'il a été appelé la matrice hétérosexuelle, ça ne va pas de soi. Donc, avec trouble dans le genre, naît en même temps le terme de queer théorie qui est devenu donc académique. Pour venir donc ensuite à parler de matrice hétérosexuelle, il faut donc, comme dans Matrix, arriver à penser que la perception de notre réalité naturelle ou comment nous est transmis une construction de la réalité que nous prenons donc pour la réalité telle qu'elle est, alors que c'est une réalité qui est telle que nous la construisons, hein, et dans la répétition, dans la réitération de formes d'assujettissement. Donc, c'est là que nous rentrons dans la thématique de la vie psychique du pouvoir. L'assujettissement est un terme qui rend compte de l'action du pouvoir sur le sujet, mais aussi de l'action du sujet envers le pouvoir auquel il participe. Donc, ça se joue à deux, donc, cette histoire-là. Lacan va aussi dans ce sens-là quand il parle de la construction de la réalité, hein, donc en partie au moins, quand il distingue la réalité du réel. Donc, il construit lui aussi la réalité comme une sorte de rapport, de rempart imaginaire du sujet face au réel qui lui échappe, hein, donc, hein, ce réel qui échappe en tant que représentation, il n'est pas représentable, mais sans être représentable, il peut tout aussi bien donc, le heurter, hein, donc le toucher. Donc il est invisible, mais le sujet s'y cogne
comme, bon, avant, on utilisait un journal, mais maintenant, la métaphore, c'est plutôt un piéton qui est en train de lire son smartphone, qui marche, donc il peut trébucher sur un obstacle, qui n'a pas comme il n'y a plus de lampadaire comme avant, donc non plus, donc on peut retirer le lampadaire. Donc, il peut porter un obstacle qu'il n'a pas perçu dans sa distraction, tout occupé à son écran. Donc, la réalité, c'est le fantasme, donc c'est devenu une sorte d'aphorisme bien connu, que je n'ai pas retrouvé exactement comme tel, mais qu'on trouve tout à fait paraphrasé dans au moins 2 séminaires, le séminaire ou pire, ou le moment de conclure, séminaire 25. Hein. Donc, bon, ce rempart donc, imaginaire fait du fantasme constitutif du sentiment de réalité est produit donc par la production de significations, hein, donc, qui fabrique ce tissu imaginaire, mais ces significations elles-mêmes sont produites par l'action de lois signifiantes pour Lacan. Donc, pour construire ce tissu imaginaire, donc Lacan donc, invoque une théorie du signifiant qui est directement inspirée de l'anthropologie de Lévi-Strauss, hein, à l'aune de laquelle il s'est lancé donc, au départ d'un trajet que nous connaissons bien, puisqu'il s'appelle donc le trajet donc, du retour à Freud. Hein, là-dessus, donc c'est très intéressant de lire le livre de Marcos Zafiropoulos, hein, qui s'appelle Lacan et Lévi-Strauss ou le retour à Freud. Hein, donc dans ce livre, donc Zafiropoulos montre en quoi donc la référence à Lévi-Strauss a subi un certain refoulement dans la lecture de Lacan, hein, et chez Lacan lui-même, parce qu'en glissant, disons, de l'anthropologie à la linguistique, en glissant de l'anthropologie à la linguistique, hein, ça efface de fait l'influence majeure des sciences sociales dans la conception de l'inconscient, hein, et cela coupe le dialogue, du coup, entre sciences sociales et psychanalyse. Hein, donc, puisque, disons que Lacan a repris donc Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss donc était inspiré de la linguistique. Donc, du coup, Lévi-Strauss est un petit peu passé, même un peu beaucoup passé à la trappe dans l'histoire. En tout cas, c'est ce que développe Marcos Zafiropoulos dans ce livre, hein, qui est tout à fait remarquable parce qu'il y a une lecture d'une très très belle précision donc de tous les premiers séminaires, donc de toute la période du retour, disons, linguistique et surtout lévi-straussien à Freud pour réinterpréter l'inconscient freudien. C'est-à-dire que le retour à Freud se fait, donc, dans le fond, bien clairement, avec un point d'appui, hein, donc, qui est un point d'appui qui permet de critiquer donc Freud. Alors, critiquer au sens, donc, effectivement, de dire non, c'est pas exactement comme ça qu'il faut voir les choses, mais critiquer, il faut aussi l'entendre en tant que, en termes de crisis, hein, qui en grec veut dire l'opération de la raison, hein, comme critique de la raison pure chez Kant, etc. Donc ça indique critique renvoie directement à l'activité de la raison. Donc il ne s'agit pas seulement de dire que c'est pas du mal ou pas bien. Il faut donc la critique est basée sur une activité de raisonnement donc très forte. Donc mais alors, si on part d'un autre point de vue, on voit donc de la construction de la réalité, donc chez Lacan. Lacan donc construit la réalité, donc à partir de Lévi-Strauss, le signifiant, donc c'est comme ça. Mais d'un autre point de vue, l'autre construction de la réalité dont je parle, hein, donc à partir des études queer, je dirais qu'elles insistent beaucoup plus, à partir de la lecture notamment de Foucault, hein, donc elles insistent beaucoup plus sur le pouvoir de la norme. Et la norme, hein, donc, elle est établie par la force sociale. Donc, les études queer insistent beaucoup plus sur le pouvoir de la norme que sur le symbolique pour rendre compte de la construction du sujet. Donc, vous voyez, donc, il semble se dessiner donc, des deux constructions de théories de l'assujettissement. Une théorie de l'assujettissement d'un côté par le symbolique, de l'autre côté, une théorie de l'assujettissement par le rapport du sujet à la norme. Et il n'est pas dit que la norme
soit donc fonctionne comme le symbolique. Hein, parce qu'en effet, le symbolique établit un jeu entre des signifiants, hein, et la norme, elle introduit donc d'autres phénomènes que le jeu signifiant, comme par exemple des phénomènes d'identité. Donc, on voit très bien que dans l'interpellation, donc il y a autre chose que il y a bien sûr une transcendance qui appelle le sujet, qui le nomme, hein, mais en même temps qui l'identifie en termes d'identité et non plus sous forme exactement de différence. Donc, alors le problème, donc, du coup, on peut rentrer dans une forme de critique de seulement l'assujettissement par le symbolique, parce qu'effectivement, la psychanalyse squeeze quand même quelque chose d'absolument énorme, il faut le dire comme ça là maintenant, hein, elle squeeze la question fondatrice et la puissance du pouvoir de la norme dans l'assujettissement. Si, nous considérons, nous écoutons nos sujets seulement du côté donc, de la logique du signifiant, sans donc prendre en compte le pouvoir de la norme, hein, la question que je vous pose, est-ce que nous opérons pas donc justement une forme de forclusion, c'est-à-dire que nous privons, donc nous excluons totalement quelque chose qui échappe, hein, donc à notre écoute. Et ce n'est pas sans effet. Et je pense que d'ailleurs l'achat de cette coiffeuse toute rose en plastoc donc industrielle est peut-être justement un manqué donc à ce niveau-là, donc de ne pas avoir suffisamment donc pu conscientiser l'impact des normes dans les conduites des sujets. Et c'est justement quelque chose dans lequel on pourra donc critiquer hein, nos positions en tant qu'analystes. On peut dire donc qu'en s'appuyant sur le symbolique, hein, mais en oubliant le pouvoir des normes dans lesquelles le symbolique se niche, il devient alors possible de déclarer qu'à travers ce qui peut paraître finalement une sorte de tour de passe-passe, ah ben la femme n'existe pas, ou donc il n'y a pas de rapport sexuel, effectivement, parce que les hommes et les femmes sont institués par des normes. Hein, les rapports sexuels sont institués par des rapports de pouvoir et ils sont institués avant que le jeu signifiant se produise. Donc, et on peut se demander si dans ces conditions, hein, ces énoncés sont donc comme la femme n'existe pas ou il n'y a pas de rapport sexuel. Donc c'est une question que je vous pose et que je me pose. Et on peut se demander si ces énoncés sont porteurs de subversion des relations de pouvoir ou si, au contraire, il faut considérer qu'ils ignorent délibérément, on pourrait dire en jeu de mots en faisant fi, hein, s'ils ignorent délibérément du fait politique de la nomination, du nomos de la différence des sexes, c'est-à-dire s'il faut considérer que justement c'est une façon d'ignorer, de se voiler la face, hein, donc qu'il y a des conditions d'assujettissement qui prennent caractère à la fois fondateur et traumatique, et que du coup nous manquons avec une clinique basée sur le symbolique et la dimension signifiante. Hein, et si nous considérons que le salut vient seulement donc du signifiant, donc en grande majorité, dans la partie essentielle du signifiant, nous manquons quelque chose de très très important, et d'autant plus qu'il s'agit de quelque chose de incroyablement traumatique. Donc, si la critique que je donne là donc, a une validité, donc cette considération, cette validité aurait pour conséquence hein, une mise hors discours de la différence des sexes. Donc, pour rejoindre un peu Butler, une sorte de forclusion de la différence des sexes, créant du coup un impensé massif de la différence des sexes. Un impensé, une chose donc qui est même active, hein, puisque le impenser l'autre, on le voit très bien dans la clinique d'un enfant autiste. Donc on voit très bien qu'il
que le fait de ne jamais rencontrer le regard, ce n'est pas une activité passive, hein, c'est quelque chose d'absolument actif. Et bon, pour les personnes qui suivent des enfants autistes se rendent compte de la puissance de l'impensé. Hein, ce n'est pas du côté de l'insensé, de la pauvreté mentale, hein, c'est du côté d'une action qui est inconsciente, totalement inconsciente, qui agit à travers nous, hein, donc qui pense, mais sans qu'elle puisse en quelque sorte se produire d'une façon ou d'une autre à la conscience. Donc, l'hypothèse que je soulève là, c'est de se demander si les psychanalystes ne se mettent pas plutôt à impenser la différence des sexes, hein, ou la folklore, hein, et alors tout ce qui se produira du coup en rapport à cette question, c'est-à-dire tout ce qui vient après les années 80, les mouvements féministes, son développement, puis après la queer theory, donc tout ce mouvement qui nous revient des États-Unis, eh bien, il risque fort, et ce que l'on a constaté, qu'il est l'objet d'une forme de rejet. Hein, et de rejet, dans le fond, assez radical. Hein, je vois très bien que quand les analystes se penchent un peu sur la queer theory, chez beaucoup, pas tous, donc heureusement, mais énormément, ils ne passent rien, c'est-à-dire ils n'admettent rien. Et ça, c'est un point qui est tout à fait remarquable. Parce que ne rien admettre du tout, là, on voit qu'il y a quelque chose d'un mécanisme psychique que je mets du côté du l'impensé, du côté actif de l'impensé. Hein, du coup, cette attitude à l'endroit de la différence des sexes, phénoménologiquement, ne différera pas beaucoup d'une attitude essentialiste. Parce que vu de l'extérieur, vu de la part d'un sujet queer ou d'un théoricien queer, je ne sais pas, comme Paul Preciado, eh bien, ce sera pareil. C'est-à-dire que les psychanalystes ne reconnaissent rien des effets d'assujettissement liés au pouvoir de la norme et au social, hein, et c'est ce qu'on subodore, par exemple, en lisant Zafiropoulos, qui dit, dans le fond, Lévi-Strauss, le côté anthropologique, sociologique, hein, est effacé au profit du scientifique, et du coup, la dette de la psychanalyse au sociologique n'est pas payée. Elle n'est absolument pas payée, donc elle est foreclose. Et là où est la question. Du coup, les psychanalystes peuvent paraître avoir une attitude essentialiste. Et après tout, est-ce que je ne pourrais pas être traité, moi, et avec raison, si Paul Preciado me voyait offrir à ma petite fille une coiffeuse toute rose comme ça il y a 11 ans, et moi, elle dirait, moi je suis un psychanalyste lacanien, j'ai beaucoup étudié, il n'y a pas de rapport sexuel, etc., etc. Paul Preciado me dirait, tu es un essentialiste hétéro-patriarcal, tout simplement, alors que je pensais ne pas l'être, mais ma conduite inconsciente, en tout cas, l'était, et mon analyse ne m'avait pas permis, en tout cas, à ce moment-là, d'effets suffisants pour que je puisse le penser, je l'impensais clairement. Donc, on peut se demander, du coup, si les analystes n'ont pas une attitude essentialiste, inconsciente, hein, parce que comme l'attitude essentialiste, hein, elle ne veut pas subvertir la question de la différence des sexes qui s'inscrit à travers les pouvoirs de la norme, à travers des dimensions sociales qui excèdent la dynamique proprement symbolique. Bon, l'essentialisme, lui aussi ne pense pas non plus la différence des sexes, parce qu'il pose la différence je ne dis pas que les psychanalystes sont essentialistes, mais je dis que finalement, comme ils se comportent, ça fonctionne exactement comme si c'était essentialiste. C'est là toujours la difficulté qui sont d'une reconnaissance
d'un essentialisme inconscient du coup. Donc, mais les essentialistes qui sont conscients, donc dans le fond, ils ne pensent pas tellement donc la différence des sexes puisqu'elle est déjà posée au préalable. Hein, donc, elle est même, je veux dire, irréfutable par l'expérience. Elle est donc posée comme un a priori quasi kantien, donc qui est établi par l'argument d'autorité qui procède du religieux, soit qui procède d'une dimension pas forcément directement religieuse, mais d'une dimension culturelle sécularisée. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la production de la réalité, de la question de l'essentialisme, de la question d'une difficulté peut-être de la psychanalyse et qui a trait justement à une coupure donc, qui est très, très forte avec le sociologique et une coupure donc, qui porte des conséquences peut-être sévères donc, dans le fond, dans l'approche des sujets parce que les modifications des subjectivités procèdent souvent de faits sociaux et du coup les psychanalystes se mettent en retard pour suivre les faits sociaux s'ils ne peuvent pas penser donc la constitution disons sociologique du sujet hein, s'ils considèrent trop la considération du sujet dans sa constitution disons singulière à travers son histoire réduite disons sociologiquement à des interactions avec juste des parents. Donc, bon, bien sûr, dans Lacan, on trouve des choses qui excèdent tout ça, puisque, par exemple, on établit la théorie des discours, on voit bien qu'il y a quelque chose qui excède complètement le discours du symbolique. Hein. Le discours du symbolique, ce serait le discours du maître. Donc, S1 et S2, donc ça s'articule, l'articulation signifiante représente le sujet, l'excès c'est l'objet petit a que le maître récupère, le sujet en est séparé, il en est castré, hein, donc donc le manque à être produit le désir, hein, le rapport à ce manque à être se constitue dans le fantasme, on voit ça, donc ça c'est donc l'inconscient disons classique. Mais après Lacan produit trois autres discours, d'ailleurs dont le discours analytique, et même quatre autres discours, puisqu'après il y a le discours capitaliste qui est une autre paire de manches. Donc on voit même que chez Lacan, on peut lire donc autre chose que ce primat du symbolique, donc qui est quelque chose de gênant. Donc on produit de la réalité. Le monde nous apparaît comme nous le pensons et non comme il est. Il présente une figure fantasmatique qui fait écran au réel. Il se présente comme une sorte de supplément au réel. Le monde fait illusion, hein, comme dit Freud de la religion, hein, l'avenir d'une illusion. Il fait une illusion qui déborde le monde et en fait l'antichambre de l'arrière-monde. Voilà. Donc ça, c'est une chose, hein, mais il y a des choses qui déchirent la réalité. Donc, et le genre ou les concepts critiques sont des éléments qui font peur, comme dit Bruno Perroux, peur parce que ils déchirent la réalité. Et le genre est une idée qui est profondément athée en lui-même, le genre en tant que concept critique. Hein, et parce que les textes sacrés nous indiquent combien l'homme et la femme sont différents et quels sont leurs rôles respectifs. Le genre est fixé religieusement dans une loi hétéronomique et ce ne sont pas les êtres humains qui le définissent, ce sont des arguments d'autorité qui leur échappent et les êtres humains doivent suivre ces arguments d'autorité qui déterminent dans une très grande mesure leur destin dans l'ordre social. Les êtres humains se bornent juste à reconnaître cette hétéronomie hein, dans une clinique différentielle des corps à la naissance en désignant le sexe, hein, masculin ou féminin. Donc c'est là, donc du coup, le genre en tant que concept critique va revenir là-dessus, sur cet argument d'autorité, sur cette hétéronomie et sur une critique donc très radicale de cette question-là. Bon, bah écoutez, effectivement, vous avez bien calculé, je suis à seulement la moitié de ce que je pouvais vous dire. Donc, voilà, j'ai essayé donc d'introduire donc le genre donc comme concept critique, de le relier donc aussi à la question de la mélancolie. Je vous montre qu'on va l'aborder donc aussi la prochaine fois donc sur le mode donc de la clinique des personnes qui résistent
résistent au genre en tant que concept clinique, en tant que concept critiques, hein, donc, et qui peuvent en souffrir jusqu'au suicide. Nous en parlerons d'un cas, hein, et la prochaine fois aussi nous conclurons. Donc, après avoir parlé du retour du chaos, de l'anomie qui est propre à la mélancolie qu'on pourrait qualifier de straight, hein, on conclura par la mélancolie des psychanalystes. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. C'est très intéressant.